Salam alaikum. Est-ce que vous m'entendez? Et on vous entend, monsieur. Alors, si vous êtes tous là et que vous êtes prêts, on peut commencer le cours. Est-ce qu'il y a d'autres étudiants qui vont rejoindre ou là, on peut commencer? Ok, on commence alors. Alors, avant de continuer, est-ce qu'il y a des questions par rapport au dernier cours? Donc la dernière fois, on avait terminé la commutation, on avait entamé le routage. Donc on avait expliqué la différence entre commutation et routage. Donc là, on va continuer avec le routage. Alors, dans le routage, il y a deux opérations. C'est-à-dire qu'il y a l'opération de routage elle-même, qui consiste à acheminer les données donc, en déterminant la sortie de chaque routeur. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la politique d'acheminement. Et il y a le deuxième processus qui va consister à déterminer la façon dont les tables de routage vont être construites. C'est-à-dire qu'on est dans un réseau, les tables de routage doivent être en général dynamiques, c'est-à-dire qu'elles doivent être modifiées, mises à jour en fonction des modifications qui vont être constatées sur le réseau. C'est-à-dire s'il y a des pannes, s'il y a de nouvelles liaisons, si par exemple il y a plusieurs chemins, donc recalculer les métriques, les coûts, c'est-à-dire les coûts de chaque chemin. Si on parle de débit, si on parle de sécurité, ces métriques-là, ces coûts ne sont pas constants, c'est-à-dire qu'ils vont ils vont changer au fur et à mesure de l'évolution du réseau. Donc il faut les recalculer pour trouver les chemins optimaux. Donc ce deuxième processus, dans le calcul à l'étape de routage, va être appelé couramment de protocole de routage. C'est-à-dire que le protocole de routage, il ne va pas déterminer la politique d'acheminement, mais il va déterminer la politique avec laquelle on va calculer les tables de routage. Ok. Donc on verra qu'il y a plusieurs façons de les calculer, en tout cas plusieurs stratégies qui peuvent être implémentées pour calculer ces tables. Alors justement, ces tables de routage, on vous dit elles peuvent être constantes, c'est-à-dire que je les calcule une fois, je ne les change jamais, c'est ce qu'on appelle des routages fixes, ou bien adaptatifs, c'est-à-dire qu'elles peuvent être modifiées au fur et à mesure que le réseau évolue. Donc comme vous dit dans ce dernier cas, c'est-à-dire le cas adaptatif, les changements de routage peuvent intervenir à la suite d'une panne d'un commutateur ou surcharge du réseau, ou d'une rupture de liaison, ou bien d'un changement de configuration du réseau. Le routage est alors dit adaptatif, c'est-à-dire en fonction de l'évolution du réseau, de sa topologie, de ses coûts. Donc il faut adapter ces tables de routage, il faut les recalculer pour qu'elles prennent en compte ces modifications. Maintenant, qui va être responsable de modifier les tables de routage? On peut adopter deux stratégies. Soit une stratégie centralisée, et j'en avais parlé la dernière fois, c'est-à-dire qu'on a un nœud principal, un routeur principal à qui est dédié le rôle de calculer toutes les tables de routage de tous les routeurs dans le réseau. Mais ça, il est clair que je ne peux pas le faire dans des grands réseaux, parce que on a affaire à des milliers de routeurs, et donc ça prendrait énormément de temps de pouvoir récupérer les tables, mais on peut suggérer cette stratégie lorsqu'on a affaire à de petits réseaux locaux, ou bien distribuer. Ça, c'est la stratégie qui est la plus utilisée, c'est-à-dire que les routeurs vont collaborer, ils vont se coordonner pour s'échanger des informations et pour calculer leur propre table de routage. Ok, donc soit une solution centralisée, soit une solution distribuée. Donc on va voir quelles sont les différentes stratégies dans chacun des cas. On va commencer par le routage non adaptatif. Donc quand on parle de routage non adaptatif, c'est un routage fixe, c'est-à-dire que les tables sont construites la première fois, elles ne changent pas, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas changer jusqu'à que l'administrateur décide lui-même de les modifier. Mais sinon, elles ne peuvent pas se changer d'elles-mêmes, elles ne sont pas mises à jour d'elles-mêmes. C'est que le routeur n'a pas la capacité de les modifier de lui-même de manière automatique. Il faudrait qu'il y ait un administrateur réseau qui va configurer ces tables au niveau de chaque routeur. Donc on vous dit, l'administrateur du réseau configure manuellement, donc ça c'est important de dire manuellement, ce n'est pas de manière automatique, la table de routage de chaque nœud lors de l'installation du réseau et à chaque changement de topologie. Donc
Si il y a modification de la topologie, c'est-à-dire que on rajoute des liaisons, on rajoute des machines, ou bien on change complètement de câblage, etc., il faudrait que l'administrateur intervienne une deuxième fois pour modifier les tables en fonction de la topologie. Donc il faudrait qu'il fasse qu'il conçoive des tables de routage qui vont avec la topologie qui a été installée. On peut avoir des erreurs dans les tables. Hein. Donc il faudrait qu'il regarde la topologie TAO, le réseau, comment sont interconnectés les machines, comment sont interconnectés tous les réseaux de son réseau global, et qu'il essaye de concevoir sa table manuellement, et en espérant qu'il ne se trompe pas, c'est-à-dire qu'il fasse le bon routage. S'il fait des erreurs, eh ben, il y aura forcément des mauvais routages de paquets, c'est-à-dire que les paquets ne vont pas arriver à destination. C'est comme si vous demandez toujours, je reviens toujours à l'exemple le réseau routier, c'est comme si vous mettez des fausses plaques. Hein, donc vous avez fait une mauvaise conception et vous dites pour aller à telle ville, vous mettez une fausse plaque et la personne se perd, parce que la route que vous avez indiquée, elle est fausse. C'est le même cas dans les tables de routage. Donc si le routage il est mal fait, donc les paquets peuvent ne pas arriver à destination. En tout cas, certains paquets vont être mal routés et ils seront perdus. Donc c'est là l'un des inconvénients des routages fixes. Okay. Donc il faut être sûr que mes tables de routage que j'ai conçues manuellement répondent justement correctement à la topologie physique du réseau. Bon, quand on utilise le routage fixe, ça revient comme si on faisait quelque part de la commutation, mais avec moins de performance, parce que les paquets vont toujours prendre le même chemin. C'est-à-dire tous les paquets qui vont aller vers la destination, on va leur donner toujours le même chemin, parce que ce chemin ne va pas changer. Ok. Donc c'est l'un des, peut-être on peut le voir comme un avantage, comme on peut le voir comme un inconvénient, parce que si ce chemin-là tombe en panne, vous n'aurez pas une alternative. Vous ne pouvez pas adapter l'étape pour répondre justement aux pannes qui peuvent survenir. Voilà, on vous dit aucun bouclage de chemin n'est à craindre, c'est-à-dire que si je fais bien mon routage, je suis sûr que en tout cas les paquets ne vont pas boucler indéterminément dans le réseau. Et maintenant, s'il y a encore une fois une panne, vous n'avez aucune alternative pour réacheminer les paquets vers la destination. Alors le routage statique n'est pas optimal, il convient parfaitement au petit réseau et au réseau dans lequel il n'existe pas de redondance dans les routes. Okay. C'est-à-dire si vous avez très peu de chemin vers la destination, que vous avez très peu de routeurs, il est préférable d'utiliser un routage fixe. Okay. Parce que là, on peut voir l'administrateur qui va être amené à reconfigurer ses routeurs. S'il a 2-3 routeurs dans le réseau, c'est facile de les configurer manuellement. Et on élimine tout ce qui est protocole de routage, c'est-à-dire tout ce qui est modification des tables. Parce que la modification des tables, elle a un coût énorme. Si vous devez à chaque fois recalculer les tables de routage, ça consomme de la bande passante, c'est-à-dire qu'il faut collaborer les routeurs entre eux. Donc c'est de l'information qui est échangée, ça prend du temps et ça prend aussi du temps de calcul par rapport au traitement de données. C'est-à-dire que vous devez recalculer, donc vous allez monopoliser les routeurs pour faire un calcul supplémentaire, alors qu'ils devraient normalement, le rôle TAHAM, c'est faire le routage et non pas recalculer à chaque fois l'étape. Donc le routage adaptatif, on verra par la suite, il a ses avantages, il a aussi ses inconvénients. Donc lorsque le réseau il est petit, contient très peu de routeurs, il est préférable d'utiliser un routage fixe, parce qu'on n'a pas beaucoup de routes, on a très peu de chemins qui relient des machines, et l'administrateur, il peut configurer lui-même donc ces tables en considérant les chemins optimaux. C'est-à-dire que quand il fait sa conception, il va désigner, faire un design, les chemins optimaux qu'il va considérer. Ok, donc de toute façon, si vous faites un routage adaptatif dans ce cas-là, il n'y a pas 36 000 chemins, il y aura 2-3 chemins. Donc il n'y a pas beaucoup d'alternatives. Donc il est préférable d'utiliser un routage fixe. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au routage fixe? Ok, donc je terminerai par dire que dans le routage fixe, donc les routes ne changent pas. C'est-à-dire tant que l'administrateur n'intervient pas une deuxième fois, ne configure pas
par commande, c'est-à-dire réellement en configurant. Maintenant, il trouve le mode commande où il commence à modifier et changer toutes les entrées de la table. Donc, rien ne va changer, c'est-à-dire que vous aurez toujours le même chemin, même si le réseau a changé, même donc ça c'est l'un des inconvénients. Voilà, on a un exemple d'un routage statique. Donc là, on voit que les chemins ne changent pas. Donc là, on vous décrit la route pour aller en B2. Donc B2, alors il est où? Il est forcément dans le réseau B. Ok. Donc si vous voulez, si on veut aller de ce chemin-là, de ce point, donc on va passer par le routeur F. F, qu'est-ce qu'il va me dire? Il va regarder sa table. Donc il me dit, pour aller en B2, il faut passer par C. Donc ce chemin ne va jamais changer. Lorsque le paquet va arriver vers C, toujours dans la table de C, il va consulter quel est le chemin pour aller vers B2. Donc il lui dit, on passe toujours par A. Ok, même s'il y a un autre chemin, c'est configuré de telle façon à passer toujours par A. Ok, donc on ne considère pas de chemin alternatif. C'est toujours un seul chemin qui est choisi. Ensuite, lorsque le paquet va arriver vers A, donc A va regarder aussi sa table. Donc pour aller en B2, on lui dit il faut passer par B. Donc lorsque on va arriver à B, donc on va trouver B2 qui est directement connecté à ce routeur. Ok. Donc s'il y a une panne au niveau d'une liaison, on est incapable d'acheminer les paquets, à moins de reconfigurer le routeur pour trouver un chemin alternatif. Alors, d'autres types de routage fixe, donc on vient de voir plutôt de routage non adaptatif, parce que le routage fixe est un type de routage non adaptatif. Donc dans les routages non adaptatifs, on peut aussi considérer le routage par inondation. Alors le routage par inondation, on n'a pas besoin de table de routage. Pourquoi? Parce qu'on fait ce qu'on appelle de la diffusion. Dans certains types de réseaux, et on va donner quelques exemples, il est impossible d'avoir une topologie fixe. C'est notamment dans les réseaux où il y a une forte mobilité, c'est-à-dire que les nœuds sont très mobiles et que la topologie physique va changer tout le temps. C'est un exemple de ce type de réseau, c'est les réseaux mobiles tels que les réseaux ad hoc. On en a parlé des réseaux ad hoc mobiles, c'est des réseaux improvisés, c'est-à-dire que c'est des réseaux qui sont construits pour un besoin particulier momentanément, qui sont défaits, tels que tous les nœuds sont mobiles, ils se déplacent dans l'environnement. Donc vous n'avez pas une topologie fixe. Vous pouvez avoir un voisin qui est là, 2 minutes après, ce voisin s'est déplacé. C'est-à-dire, quand je dis voisin, je parle d'équipement. C'est-à-dire que c'est des ordinateurs qui sont interconnectés entre eux, soit à travers le Wi-Fi ou là, à travers n'importe quelle technologie sans fil. Et donc, je n'ai pas les mêmes voisins à l'instant T. Donc, je ne peux pas me baser sur une topologie fixe. La topologie est dite dynamique, c'est-à-dire qu'elle change de manière tout le temps, parce que les nœuds sont mobiles. Les nœuds sont en train de se déplacer dans l'espace. Donc, dans ce cas-là, je ne peux pas dire que mon voisin, il est là, parce que mon voisin peut devenir, en tout cas la liste de mes voisins peut changer à n'importe quel moment, du fait de la mobilité. Et donc les tables de routage, si je les conçois à l'instant T plus 1, elles deviennent plus valables. Donc je ne peux pas me permettre de changer ou là, de recalculer. Même si je recalcule les tables, ça ne sert à rien, parce que la mobilité fait que ces tables de routage deviennent obsolètes, c'est-à-dire qu'elles ne deviennent plus à jour 1 minute après ou là, 2 minutes après. Donc cette technique-là, elle est abandonnée. Il ne faut pas utiliser les tables de routage. Donc la meilleure façon d'acheminer les données, c'est de faire du broadcast, c'est-à-dire une inondation. Maintenant, quand j'ai envie d'envoyer un paquet, j'envoie à tous mes voisins actuels. Ok. Les voisins qui sont actuels vont aussi inonder, c'est-à-dire qu'ils vont diffuser à tous leurs voisins. Et ainsi de suite. Là, s'il y a une connectivité, c'est-à-dire que le destinataire final, le paquet, n'est pas déconnecté. Il a au moins un voisin qui permet de le raccorder au réseau global. Donc l'information va arriver dans tous les cas. C'est-à-dire je vais garantir que cette information va arriver à destination. Et d'ailleurs ce type de transmission, ce type de routage, il est utilisé aussi en temps de guerre. C'est-à-dire quand vous êtes en guerre par exemple, et vous avez une partie de l'infrastructure qui peut être endommagée.
Vous n'avez pas tous les services de télécommunication, ou là en cas de désastre. Pour être sûr que l'information va arriver, si vous envoyez par exemple des télégrammes, ou là vous envoyez des communications très urgentes entre différents quartiers généraux, militaires, ou bien entre la police, ou là la présidence. Donc pour être sûr que l'information arrive, on fait de l'inondation, c'est-à-dire qu'on utilise tous les moyens de télécommunication et toutes les liaisons pour envoyer la même donnée, et les équipements intermédiaires font de la même sorte, c'est-à-dire qu'ils vont diffuser aussi à leur tour, pour assurer que la donnée va finir par arriver vers le destinataire. Ok. Bon, maintenant, il est clair que cette technique va m'assurer que l'information va arriver en considérant le meilleur temps. C'est-à-dire que si je fais une inondation, je vais prendre tous les chemins. C'est-à-dire que l'information terrible va prendre tous les chemins possibles, puisque tout le monde diffuse. Donc forcément, l'information, elle va prendre tous les chemins possibles pour arriver à destination. Parmi ces chemins-là, il y a le chemin optimal. C'est-à-dire que si je considère tous les chemins qui mènent d'une source vers une destination, il y a un chemin optimal. Quand je fais le routage par inondation, le fait de couvrir tous les chemins, parmi ces chemins-là, il y a le chemin optimal. Donc je garantis que mon information va arriver avec le temps le plus court. Ok, parce que je vais prendre tous les chemins possibles. Mais en contrepartie, il y a un coût. C'est-à-dire que vous allez encombrer le réseau. C'est-à-dire qu'une seule communication, elle a encombré toutes les liaisons de mon réseau. Donc c'est un coût faramineux qui est nécessaire pour assurer la communication de cette donnée-là. Donc je ne peux pas le faire tout le temps. On le fait que dans certains cas. Oui, je n'ai pas le choix. C'est-à-dire que lorsque la topologie elle est fortement dynamique, c'est-à-dire qu'elle change tout le temps, ou là, lorsque une partie des infrastructures elle est endommagée, ou là, je ne sais pas, je ne connais pas à l'avance l'état de l'infrastructure, c'est en cas de désastre, par exemple un tremblement de terre, ou là d'un typhon, ou là un cyclone, ou là vous êtes en temps de guerre, où vous ne connaissez pas l'état du réseau. Donc là, vous faites un routage par inondation pour garantir que votre information ou là, votre message va arriver à destination en prenant forcément tous les moyens possibles, en empruntant tous les moyens possibles. Alors, pour éviter les bouclages, parce que si vous diffusez, si chaque nœud va diffuser, on peut avoir des effets de bouclage, c'est-à-dire que la communication ne s'arrête jamais. Il diffuse, l'autre il diffuse, et ça tourne indéfiniment. Donc il faut mettre des mécanismes pour qu'à un certain moment, cette communication, une fois qu'elle est arrivée, on arrête de boucler, on arrête de diffuser cette information. Ok. Donc les mécanismes qui sont utilisés, c'est que déjà, si un nœud a déjà reçu le message, il le bloque, il ne va plus le diffuser. Il faut qu'il le reçoit une fois, donc il prend le numérotage de message. La deuxième fois, s'il le reçoit, il ne va plus le diffuser, ce qui va permettre d'arrêter justement le bouclage de l'information. Donc ça d'un côté, et on peut aussi limiter le nombre de sauts, c'est-à-dire que, on va dire que la durée de vie d'un message, elle est limitée à 4 routeurs, c'est-à-dire que si le message n'arrive pas à destination en empruntant maximum 4 routeurs, donc il sera détruit par le quatrième. Donc je lui donne ce qu'on appelle une durée de vie. Chaque message qui est envoyé, tu as la possibilité par exemple de traverser 4 routeurs. À chaque fois qu'il traverse un routeur, un nœud, donc le routeur il va lui enlever un point, si vous voulez, un point de sa vie. C'est-à-dire si on lui donne 4 au départ, lorsqu'il traverse le premier routeur, sa vie va devenir 3. Le deuxième routeur, il est 1, donc sa durée de vie va être à 2. Bon, s'il arrive à destination avant que la durée de vie est égale à 0, tant mieux. Sinon, si un routeur remarque que la durée de vie est égale à 0, donc il va détruire le paquet. Donc ça c'est pour limiter qu'il y ait, ou éviter qu'il y ait des messages qui tournent indéfiniment dans le réseau, du fait du phénomène ou du principe de l'inondation. Donc au bout d'un certain temps, tous les messages vont être détruits, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas rester indéfiniment dans le réseau. Mais donc soit ils sont arrivés, ils ont parcouru un certain nombre de routeurs pour arriver à destination. S'ils ne sont pas arrivés, il faut que je les détruise. Donc ça, c'est les deux mécanismes qui vont être implémentés dans le routage par inondation pour éviter justement la saturation du réseau ou l'encombrement du réseau de manière indéfinie. Donc il faut à un certain moment que la communication s'arrête. Alors, l'autre technique
alternatif à l'inondation, c'est le routage aléatoire. Toujours dans les techniques non adaptatives. Hein. Rappelons, donc les techniques non adaptatives, on a le routage fixe, routage par inondation, routage aléatoire. Dans le routage aléatoire, alors le principe c'est que c'est aussi utilisé dans les réseaux à topologie fortement dynamique, c'est-à-dire qu'ils changent tout le temps. Donc la technique elle est moins coûteuse que le routage par inondation, mais elle ne garantit pas forcément que le message arrive à destination. Donc le principe c'est d'envoyer à l'un de mes voisins, sans être sûr que le choix que j'ai pris va mener vers la destination. C'est-à-dire c'est au hasard. Je vais dire que voilà, toi je te donne le paquet, essaye de l'acheminer vers l'un de tes voisins en espérant qu'à un certain moment où là par hasard ça va arriver à destination. C'est-à-dire que on envoie le paquet, on espère qu'il va arriver. Donc, je vais le donner c'est comme si je donnais à quelqu'un au hasard et je lui dis voilà, tu le donnes si tu le vois, tu le donnes. Si tu le vois, c'est-à-dire en espérant que la destination soit un voisin parmi les voisins de mes voisins. Donc c'est ça le principe. C'est-à-dire je donne le paquet à l'un de mes voisins et je lui dis voilà, avec la destination finale, si cette destination est parmi tes voisins, tu lui donnes, sinon tu donnes à un autre voisin. Donc c'est un truc totalement aléatoire. C'est-à-dire que ça peut arriver à destination comme ça peut ne pas arriver et ça peut tourner indéfiniment. Bon, toujours les mêmes mécanismes, c'est-à-dire pour éviter que ça tourne indéfiniment, on met un nombre de sauts maximal, c'est-à-dire une durée de vie. Que le message, s'il n'aboutit pas à la destination au bout d'un certain nombre de sauts, là, je suis obligé de le détruire pour éviter que ça tourne indéfiniment, que ça encombre le réseau. Donc ça, c'est une autre technique qui est utilisée aussi dans les réseaux à topologie fortement dynamique, c'est-à-dire que la topologie change tout le temps dans le temps. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ces deux techniques? Non, monsieur. Alors, un exemple pour que vous compreniez le routage par inondation. Donc, imaginez que la machine A veut envoyer à la machine B. Ok. Donc, elle fixe la durée de vie de son paquet à 4. Et elle va l'envoyer. Donc, elle va l'envoyer à tous ses voisins. C'est ça le principe de l'inondation. Donc, le premier routeur qui reçoit, a dit à un seul voisin, c'est ce routeur. Donc, il reçoit le paquet. Donc, il va diminuer la durée de vie. Parce que la durée de vie va passer de 4 à 3. OK. Et il va dupliquer le paquet. Donc là, vous voyez, j'ai un paquet vert, bleu, en plus du marron, qui vont être envoyés vers ses voisins. C'est qui ses voisins? C'est Ada et celui-là, celui-là. Ensuite, lorsque ces voisins vont recevoir le paquet, ils vont faire la même chose. Ils vont dupliquer le paquet en diminuant sa durée de vie, qui va passer à 2. Donc on va supposer que Ada qui envoie le premier. Donc Ada, il va envoyer aussi à ses voisins. Ada, alors parmi ses voisins, il y en a ceux qui ont déjà reçu le paquet. Ce qui fait qu'il y aura pas mal de paquets qui vont être supprimés. C'est-à-dire tous les nœuds qui ont déjà reçu ce paquet-là vont détruire les duplications. Donc je vais me retrouver simplement à l'arrivée avec un seul paquet qui va arriver ici et qui va être acheminé vers B. Donc heureusement, la durée de vie de le paquet lorsqu'elle arrive vers B, elle aura 1. Okay. Si c'était 0, ça poserait problème. C'est-à-dire que le nombre de nœuds que j'ai traversé ici, c'est 1, 2, 3. Donc il me reste encore une vie à consommer pour éventuellement atteindre B. Mais bon, je suis arrivé à B avant de consommer toutes mes vies, si vous voulez. Ok. Donc ça, c'est un exemple, tu as le routage par inondation. Donc ça me garantit toujours de prendre le chemin le plus court. Le chemin le plus court, c'est celui-là. Il est à 3 sauts. C'est-à-dire que je passe par là, par là, par là. Car là, j'ai exploré tous les chemins possibles. Parmi les chemins possibles, il y a toujours le chemin optimal, qui fait en sorte que le message va arriver le plus tôt possible, en tout cas avec les meilleures performances. Est-ce qu'il y a un exemple? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cet exemple?
Monsieur l'émetteur, فاش يعرف le temps de vie يكون كافي. Ah, ça, tu ne sais pas. C'est-à-dire, même actuellement, sur Internet, c'est ce qu'on fait, hein. On fixe une durée de vie pour tous les paquets qui sont envoyés. Mais on prend ما une واضح. valeur assez... C'est-à-dire, on prend une valeur assez grande. ستاندرد. Standard, oui, parce que en général, c'est 64 ou 30, il me semble. Par exemple, sur Internet, c'est autour de 64. Il y a deux valeurs, mais que tu peux configurer. C'est-à-dire, en général, elles sont prédéfinies, mais si tu as des outils, tu peux changer ces valeurs-là. Maintenant, tous les paquets que tu envoies doivent traverser, je crois, 34 ou 64 routeurs avant d'arriver à destination. Pour éviter qu'ils tournent en général, c'est rare de trouver, par exemple, 64 routeurs qui séparent un émetteur d'un destinataire. C'est ce qui est utilisé au niveau d'Internet avec TCP/IP. C'est rare. Mais s'il y a un mauvais routage, pourquoi on fixe ces valeurs? C'est que si le paquet n'arrive pas à destination, il y a Kaidorf sur le réseau, tu vois, c'est-à-dire il est en train de tourner pour qu'il n'encombre pas les routeurs, donc il faut le détruire au bout d'un certain temps. Donc on fixe des valeurs fixes, des seuils à cap pour dire que normalement, je ne peux pas, on va estimer, on va dire que maximum pour aller d'un émetteur à un récepteur, c'est-à-dire sur la Terre, c'est-à-dire quelle que soit la complexité du réseau Internet, je ne peux pas traverser plus de 64 routeurs. Ça, on le sait. C'est-à-dire si j'ai dépassé 64 routeurs, c'est que je n'ai pas trouvé mon chemin et que je suis en train de tourner indéfiniment parce que je n'ai pas trouvé ma route. Parce qu'il y a eu un mauvais routage. D'accord. Et dans ce cas-là, il faut détruire ces paquets-là. C'est-à-dire des paquets qui sont en train de tourner, qui n'ont pas trouvé leur destination, il faut les détruire. Sinon, ils vont encombrer les routeurs et ils vont finir par saturer les réseaux. Okay. Parce que tu imagines, depuis que la création d'Internet, c'est-à-dire ça fait 30, 40, 50 ans, hein, si on avait laissé tous les paquets tourner, le réseau il serait inopérationnel. Parce que toutes les mémoires seraient saturées, je serais occupé à traiter de l'information qui est là à tourner indéfiniment et qui ne trouve pas sa destination. Donc il faut, à un certain moment, au bout d'un certain temps, dire que tous les trafics qui ont été perdus ou là, qui n'arrivent pas à aboutir à destination, il faut les détruire. D'accord? Oui, monsieur, merci. Donc c'est une valeur qui est estimée, en espérant qu'elle soit vraie. C'est-à-dire que j'ai bien estimé cette valeur-là. Alors on a terminé avec le routage non adaptatif. Donc là on va passer au routage adaptatif. Donc là vous aurez compris que la plupart des réseaux vont, en tout cas les grands réseaux, c'est-à-dire lorsque le réseau il est important, et surtout lorsque la topologie elle est fixe, c'est-à-dire la topologie elle est plus durable dans le temps. Chez Kima, on avait parlé de topologie dynamique. Là, c'est des réseaux particuliers. C'est pas les réseaux qu'on a, c'est-à-dire qu'on rencontre dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire dans les réseaux qui sont utilisés, que ce soit les réseaux locaux, là, la topologie elle est en général fixe. Elle change très peu. Ok. Donc dans ce cas-là, lorsqu'on a surtout des réseaux assez importants, c'est-à-dire qui contiennent beaucoup de routeurs, là, il faut passer à ce qu'on appelle un routage adaptatif. Pourquoi? Parce que dans un grand réseau complexe, donc on peut avoir pas mal de pannes, on peut avoir pas mal de modifications, on peut avoir aussi les chemins qui changent. C'est-à-dire que les métriques qui vont évaluer les chemins vont changer tout le temps. Okay. Je ne parle pas de la topologie physique, je parle de l'évaluation du chemin. Parce que quand vous allez évaluer un chemin, c'est à un instant T. Vous allez dire le chemin il est optimal. Mais peut-être dans une heure, il ne sera pas optimal. Pourquoi? Parce que vous évaluez comment? Vous évaluez par rapport au débit. Par exemple, si on prend le débit, ce n'est pas le débit qu'il offre, c'est le débit restant, c'est-à-dire que le débit non encore utilisé. Ou là, si vous prenez par exemple la fiabilité elle mesure à un certain moment le taux d'erreur. Le taux d'erreur peut changer au fur et à mesure. Là, vous avez constaté avec vos statistiques de trafic qu'il y a par exemple 3 erreurs sur 100 paquets envoyés. Dans une heure, vous allez remarquer que cette statistique soit diminue, soit augmente. Donc il faut recalculer ces métriques-là. C'est-à-dire qu'on va réévaluer les coûts des chemins tout le temps pour à chaque fois donner le meilleur routage possible. Je reviens toujours par rapport au trafic routier. C'est-à-dire que vous prenez les routes, l'encombrement des routes n'est pas constant. Vous pouvez avoir une route qui est encombrée à l'instant T, vous pouvez avoir l'autoroute qui est libre à l'instant T, au bas de la Chia, elle est encombrée, vous pouvez avoir une autre route qui n'est pas l'autoroute, c'est-à-dire une route de campagne, ou là qui se libère. Donc il faut avoir l'information à l'instant T. Lorsque vous allez vous prendre circuler ou conduire votre véhicule, c'est là où vous devez choisir quel est le
chemin le plus court ou là le moins encombré. C'est ce qui vous donne, par exemple, Google Maps. Parce que vous avez une voiture, que vous avez Google Maps, par exemple, il vous propose des chemins. Quand vous allez lui demander, par exemple, le chemin qui va vers une destination, en tout cas le meilleur chemin, il ne vous donnera pas toujours le même chemin. Parce qu'il va vous donner le chemin par rapport à l'encombrement. Il a des algorithmes qui permettent de calculer l'encombrement des chemins. Et donc peut-être des fois il va vous donner l'autoroute, peut-être des fois il va vous donner un autre chemin. On peut aussi considérer ça dans les réseaux informatiques. C'est-à-dire que les routeurs, en fonction des métriques qu'ils recalculent à chaque fois, ils vous donnent quel est le meilleur chemin optimal à l'instant T, à l'instant où votre paquet est arrivé à ce routeur. Donc on vous dit, voilà, donc chaque nœud a une connaissance complète de la topologie du réseau. Les nœuds s'échangent des informations de manière centralisée ou distribuée afin de mettre à jour leur table de routage. Donc il y a deux façons de calculer les tables quand on parle de routage adaptatif. Donc soit de manière centralisée, c'est-à-dire qu'il y a un super nœud, un super routeur, donc qui a une connaissance complète du réseau et qui connaît les routeurs, et donc c'est lui qui va être chargé de calculer donc les tables de routage de tous les routeurs, ou bien distribué, c'est-à-dire que c'est les routeurs qui vont collaborer pour calculer leurs tables. Donc dans le routage adaptatif centralisé, on vous dit les tables sont calculées par un nœud particulier du réseau qui reçoit les informations des autres nœuds. C'est-à-dire que chaque routeur va envoyer les informations dont il détient par rapport aux liaisons qui les relient. Okay. Donc c'est eux qui peuvent évaluer. C'est-à-dire là, je peux évaluer toutes les liaisons, toutes les sorties, en termes de débit, en termes de fiabilité, parce que j'ai les statistiques. C'est moi qui mesure les statistiques. Donc ces statistiques que je vais mesurer par rapport aux liaisons d'entrée-sortie Diaouli, c'est-à-dire auxquelles je suis raccordé, je peux les envoyer à ce routeur. Bon, tous les routeurs vont faire la même chose. Et donc c'est ce routeur-là principal qui, en recevant ces informations, va établir justement des tables de routage synthétiques à partir des informations qui ont été reçues. Alors, on vous dit, il envoie leur table de routage calculée en considérant le coût des liaisons. Quand on dit le coût des liaisons, le coût peut représenter pas mal de paramètres. Il peut représenter le débit, il peut représenter le nombre de sauts, okay, il peut représenter la sécurité, il peut représenter une fiabilité, tout dépend du chemin que je cherche. Le paquet, il peut me demander, par exemple, un routage qui optimise le nombre de sauts, c'est-à-dire le nombre de routeurs que je traverse. Il peut me demander, par exemple, un chemin qui maximise le débit, ou bien qui maximise la sécurité, ou là qui maximise la fiabilité. Donc ce n'est pas les mêmes types de routage, ce n'est pas les mêmes chemins à donner. On vous dit le plus souvent, c'est-à-dire un algorithme simple de routage, c'est celui qui va me proposer le plus court chemin en nombre de sauts. Ok, ça c'est le plus simple à implémenter. C'est-à-dire si j'ai envie de ne pas complexifier le routage, je vais considérer ce routage-là, c'est-à-dire qui minimise le nombre de sauts. Alors, on vous dit le routage centralisé dans un réseau à grande échelle est peu performant car pas assez réactif. C'est-à-dire que le routage il est intéressant lorsqu'il est réactif, c'est-à-dire qu'il prend en compte rapidement les modifications du réseau. Si vous prenez un seul nœud central qui doit refaire les calculs, ces calculs, il ne peut les faire que lorsqu'il a les informations de tous les nœuds. Alors si vous avez plusieurs routeurs, des centaines de routeurs, vous imaginez, il faut que j'attende que les centaines de routeurs puissent m'envoyer pour recalculer, etc. Donc ça peut prendre du temps. Je dois distribuer ces tables. Ok. Alors maintenant, tout dépend comment je distribue ces tables et comment je récupère ces informations. Donc il y a aussi deux stratégies. Il y a la stratégie synchrone, c'est-à-dire que je suppose que tous les nœuds m'envoient en même temps. Okay, donc périodiquement, c'est-à-dire qu'on va se synchroniser. Chaque heure, vous m'envoyez votre compte rendu concernant vos statistiques. Et je calcule l'étape de chacun de ces nœuds et je les envoie en même temps. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la stratégie synchrone. L'autre stratégie qui est asynchrone, c'est que chacun m'envoie quand il veut, lorsqu'il aura constaté des modifications. Chaque nœud, chaque routeur, dès qu'il a recalculé les statistiques et qu'il a vu que les statistiques ont changé par rapport au coût, là, par rapport au débit ou là, par rapport
correspond à n'importe quel paramètre. Donc il va m'envoyer ces informations, ce coût-là qui a été modifié, pour que moi, je le prenne en compte dans mes nouveaux calculs. Je peux changer sa table de routage indépendamment des autres. Ok, c'est-à-dire que je modifie simplement sa table et je lui envoie sa table indépendamment des autres tables. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la stratégie asynchrone. Ok, donc synchrone, donc je reçois les informations en même temps et je modifie donc toutes les tables et je les envoie aussi en même temps à tous les nœuds. Asynchrone, donc c'est indépendamment de tous les routeurs. C'est-à-dire que tous les routeurs reçoivent leur table et m'informent de leur état de manière séparée. Donc ce n'est pas en simultané. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au routage adaptatif centralisé? Retour s'il vous plaît. Non, pas de question. Alors, si le routage n'est pas centralisé, il est distribué. C'est-à-dire que c'est les routeurs eux-mêmes qui vont collaborer pour calculer leur table de routage. Donc on vous dit le routage décentralisé ne possède pas de centre de contrôle. Aussi, l'un des inconvénients à le centraliser, c'est que si le super routeur avec tombe en panne, c'est que tout le réseau il est en panne. Parce que personne ne peut calculer les tables de routage. Donc ça, c'est l'un des grands inconvénients à le routage centralisé. C'est pour ça qu'il est préférable d'utiliser une technique décentralisée. Parce qu'une technique décentralisée, si un routeur qui tombe en panne, ça ne pose pas de problème. C'est lui qui va être non fonctionnel pendant un certain temps. Mais le réseau continue de fonctionner, les tables de routage continuent d'être calculées au niveau des autres routeurs. Donc le routage décentralisé ne possède pas de centre de contrôle. Les nœuds voisins s'échangent des comptes rendus à intervalles réguliers pour mettre à jour leur propre table. Chaque nœud prend en compte les informations qu'il reçoit pour établir le lien. Donc, pour établir le sien, pardon, pour établir sa table de routage. Donc là, c'est les nœuds qui vont se partager des informations, leur connaissance du réseau, et après un certain temps, donc je vais converger vers une connaissance plus ou moins complète du réseau. C'est-à-dire qu'en se partageant les données, donc chacun met à jour sa table, et ainsi de suite, j'arrive à compléter ma table pour avoir une idée du réseau et des destinataires finaux, même ceux que je ne vois pas. C'est-à-dire que même les réseaux qui ne sont pas directement raccordés à moi, j'arrive à les connaître à travers les routeurs voisins. Parce que chacun va me dire ce qu'il connaît lui. Et donc, en partageant les connaissances, donc on arrive à construire des tables de routage assez complètes. On avait dit, si vous vous rappelez la dernière fois, on avait dit de toute façon, les tables de routage ne sont jamais complètes. C'est-à-dire que j'ai une connaissance partielle du réseau. Tout ce que je ne connais pas, je le détermine ou là je le route par défaut. C'est-à-dire dans les tables de routage, vous avez toujours les réseaux que vous connaissez plus ou moins. Tout ce que vous ne connaissez pas, vous l'acheminez par une route par défaut. Okay. C'est-à-dire par une sortie, la sortie principale, on va dire. Okay. C'est comme si vous ne connaissez pas la route. Vous vous dites, je connais un certain nombre de chemins, mais quand vous ne connaissez pas la route, vous vous dites, je prends l'autoroute. De toute façon, l'autoroute, elle mène toujours vers toutes les destinations. Ou là, vers une route principale, okay, qui est la route numéro 5, qui a priori traverse tout Alger. Donc, c'est le principe. Donc, dans les routeurs, il y a toujours une route principale que je peux emprunter pour tous les réseaux qui ne figurent pas dans ma liste. En tout cas, qui ne sont pas identifiés dans ma liste. Okay, donc, ça, c'est la route par défaut. Bon, l'avantage du routage adaptatif centralisé, c'est qu'il est réactif, c'est-à-dire qu'il prend en compte rapidement les modifications du réseau. C'est-à-dire que chaque fois qu'un routeur va constater une modification dans le calcul des coûts, donc il pourra avertir ses voisins de cette modification. Okay. Et donc la mise à jour des autres tables va se faire quasiment rapidement, si on compare par rapport au routage centralisé.
Par contre, l'inconvénient, c'est que là, ça consomme énormément de trafic. C'est-à-dire que le fait de faire collaborer les routeurs entre eux, vous les obligez à envoyer de l'information supplémentaire. Cette information, ce n'est pas l'information utile. Ce n'est pas l'information qui a été qui est acheminée. C'est l'information qui sert, c'est l'information de service. C'est une information qui est utilisée pour calculer l'étape de routage. Donc c'est un effort supplémentaire en termes de trafic que vous rajoutez pour faire en sorte que le routage soit efficace. Mais ça peut avoir un effet inverse, c'est-à-dire que vous essayez d'avoir un routage efficace ou optimal, mais en contrepartie, vous allez encore surcharger le réseau. Vous allez rajouter un trafic supplémentaire dans le réseau qui va être au détriment du trafic utile, c'est-à-dire de l'information réelle que j'ai envie de transporter. Ok, parce que l'information de service, c'est une information, c'est pas une information qui a été envoyée par des émetteurs, c'est une information qui est échangée entre les routeurs pour calculer l'étape. Et donc elle va prendre de la bande passante, elle va consommer du débit, elle va consommer du temps de calcul au détriment de l'information réelle importante que je cherche moi-même à envoyer. Donc c'est un compromis à trouver, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que les algorithmes de routage qui permettent de calculer l'étape soient très complexes. Il faudrait qu'elles soient assez simples à recalculer ou la mettre à jour pour que je n'ai pas un effet inverse, c'est-à-dire que je surcharge encore plus le réseau avec ces données de service. Donc des fois, quand on avait dit tout à l'heure, le routage fixe peut être efficace. C'est vrai, parce que le routage fixe n'a pas besoin de recalculer l'étape. C'est que si je suis dans un réseau petit, qui contient très peu de routeurs, le fait d'installer un routage adaptatif sur ces réseaux-là, il va avoir un effet inverse, c'est-à-dire qu'il va retarder le réseau. Parce que vous allez recalculer tout le temps l'étape, vous allez échanger de l'information qui ne servira à rien, parce que vous avez très peu de chemin dans un petit réseau. Et donc dans ce type de réseau, ce qui va être, en tout cas la solution qui sera la plus appropriée, ça sera celle d'implémenter un routage fixe. Pourquoi? Parce que le routage fixe ne consomme rien, ne consomme pas de trafic de service. Qu'on appelait dans le routage fixe, les tables sont créées par l'administrateur en fonction de la topologie du réseau. Si j'ai 3 ou 4 routeurs, c'est facile à configurer. Et là, je suis à l'aise. C'est-à-dire, tant que le réseau n'a pas changé de topologie, je peux garder le routage que je vais fixer au préalable. Donc, on va implémenter un routage adaptatif décentralisé dans des réseaux complexes, comme le réseau Internet. Donc, le réseau Internet, vous allez trouver un routage adaptatif décentralisé. C'est-à-dire qu'il y aura des protocoles de routage qui vont calculer tout le temps l'étape. Pourquoi? Parce que j'ai des milliers de chemins possibles. C'est-à-dire à chaque fois que vous voulez envoyer un paquet ou une donnée, il n'y a pas qu'un chemin. Vous pouvez emprunter plusieurs chemins possibles. Donc, pour choisir quel est le chemin optimal, et de telle façon à ne pas encombrer des chemins qui sont déjà pris, donc prendre des chemins alternatifs. Donc c'est ça le rôle du routage, c'est pour alléger le réseau, c'est-à-dire pour qu'il n'y ait pas de congestion. Là c'est important, parce que si j'implémentais un routage fixe, par exemple dans le réseau Internet, je vais rapidement saturer les chemins qui ont été configurés, parce que dans le routage fixe, vous allez choisir toujours le même chemin. Donc vous allez toujours emprunter le même trafic par les mêmes chemins. Donc tous les chemins qui ont été choisis vont être saturés au bout d'un certain temps. Et je ne peux pas changer. Et je ne peux pas prendre un chemin alternatif si j'avais opté pour un routage fixe. Ok. Donc, lorsque la communication elle est forte, lorsque le trafic il est fort, il est diversifié et que les chemins sont nombreux avec différents coûts, là, on est obligé d'adopter un routage adaptatif décentralisé. Donc, c'est-à-dire qu'il va amener à recalculer les routes de manière constante pour trouver les chemins optimaux, pour ne pas surcharger le réseau, c'est-à-dire alléger le réseau en optant toujours sur des chemins alternatifs, pas toujours le même chemin. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au routage adaptatif décentralisé? Bien qu'on n'a pas terminé, parce qu'on va donner des protocoles qui fonctionnent dans ce type de routage. Non, monsieur. Alors justement, on va s'intéresser à certains protocoles de routage adaptatif. Parmi ces protocoles, donc on va les classer. Donc il y a la classe qui vont utiliser le routage par le chemin le plus court ou au moindre coût. D'accord. Donc on vous dit dans ce mode de routage, chaque nœud tient à jour des tables indiquant quel est le plus court chemin
pour atteindre le nœud de destination. Chaque lien a un coût affecté ou calculé. À partir de ces informations, du coup, chaque routeur détermine le chemin optimal pour joindre une destination. Ce coût, appelé métrique, peut être exprimé en nombre de sauts. Ça j'allais dire, c'est le protocole de base, c'est le protocole le plus simple, c'est-à-dire trouver le chemin avec le nombre de routeurs intermédiaires minimal. En kilomètres, c'est-à-dire en distance réelle, qui sépare donc l'émetteur du destinataire. En temps de latence, c'est-à-dire quel est le temps que je vais perdre, le retard qui va être engendré pour acheminer la donnée vers la destination. En délai de transmission, ça c'est le délai de transmission. Le temps de latence, c'est le retard qui va être observé dans les routeurs ou dans les commutateurs intermédiaires. C'est-à-dire combien est le temps de traitement au niveau de chaque routeur. Et alors que ça, le délai de transmission, c'est par rapport au temps de propagation. C'est-à-dire combien va mettre le paquet pour se propager de l'émetteur vers la destination. Et la fiabilité des liaisons, c'est-à-dire les taux d'erreur. Est-ce que le chemin que je vais emprunter, il y aura trop d'erreurs, on va observer beaucoup d'erreurs ou très peu d'erreurs. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la fiabilité. On peut avoir aussi d'autres métriques. Ou bien on peut utiliser une combinaison de plusieurs métriques, c'est-à-dire délai de transmission avec temps de latence. Okay. Ou bien, par exemple, sécurité avec fiabilité. Donc c'est par exemple une moyenne des deux. Donc c'est ce qu'on appelle le coût. Donc le coût peut considérer une seule métrique ou bien une combinaison de plusieurs métriques. On vous dit les algorithmes de routage au moindre coût diffèrent selon la manière dont ils calculent les tables de routage. Dans certains protocoles de routage, elle ne peut maintenir plusieurs tables de routage, ainsi acheminer les données en fonction d'une qualité de service requise. C'est-à-dire que si un paquet arrive et il me demande un chemin qui minimise le nombre de sauts, donc je dois calculer une table de routage qui me donne le chemin qui minimise le nombre de sauts. Donc je peux avoir plusieurs tables de routage en fonction de la métrique. Une table de routage qui minimise le nombre de sauts, une table de routage qui minimise par exemple le temps de latence, une autre table de routage qui minimise le délai, ou bien une table de routage qui est une combinaison de toutes ces métriques. Et en fonction de ce que veut le paquet, je vais consulter la table de routage associée. Okay. Par exemple, il dit un paquet relais, je veux avoir un chemin qui minimise le délai de transmission, je vais consulter la table qui va me donner quelle est la sortie de telle façon à aller à cette destination avec un temps de transmission le plus petit possible. S'il me demande à maximiser le débit, je vais regarder la table de routage qui va me donner la sortie de telle façon à obtenir un débit maximisé. Donc ce n'est pas les mêmes sorties. C'est parce que ce n'est pas les mêmes chemins qui mènent vers les destinations. Donc c'est le paquet qui va exiger ce qu'on appelle une qualité de service, c'est-à-dire un chemin particulier. Et c'est le routeur qui doit exécuter, qui doit chercher la route, en tout cas la sortie dans le chemin, qui répond à cette exigence. Okay. Donc c'est pour ça qu'on a plusieurs tables de routage, qu'on peut avoir plusieurs tables de routage. Alors, comment sont résolus ces problèmes de routage? En fin de compte, ça revient à résoudre un problème de trouver un chemin dans un graphe. C'est-à-dire que ce sont des algorithmes de graphes. Donc, un graphe, c'est quoi? C'est un ensemble de points reliés par des arêtes. C'est-à-dire que vous tracez des points et vous les reliez par des arêtes. C'est comme si c'était un réseau. Donc ça, c'est des problèmes qui sont connus depuis le 16e ou le 17e siècle. Donc on n'a pas entendu l'avènement des réseaux informatiques pour résoudre ces problèmes. C'est-à-dire c'est des problèmes mathématiques qu'on connaît depuis 1700 et 1800. Hein. Et donc il y a des grands mathématiciens qui ont déjà développé pas mal d'algorithmes pour justement résoudre des problèmes d'acheminement dans un graphe. Donc trouver le plus court chemin, c'est-à-dire c'est le problème de trouver le plus court chemin dans un graphe. C'est ce type de problème que vous allez apposer au problème informatique. Parce que dans les réseaux informatiques, on peut considérer les nœuds comme étant des points et les liaisons qui les séparent comme étant des arêtes qui relient les points. Trouver un routage optimal revient à trouver un chemin optimal dans un graphe. C'est le même principe.
Donc, il y a pas mal d'algorithmes qui ont été définis, notamment si je prends l'algorithme vecteur de distance, on va utiliser l'algorithme Bellman et Ford. Donc, Bellman et Ford, c'est un algorithme qui a été défini dans le contexte des graphes. Donc, trouver un chemin optimal dans un graphe. Alors, le principe du routage à vecteur de distance, c'est que chaque nœud du réseau maintient une table de routage qui comporte une entrée par nœud du réseau et le coût pour joindre ce nœud. C'est-à-dire que j'ai toutes les destinations que je connais et le coût du chemin qui mène vers cette destination que j'ai moi-même estimé. En bas, de manière périodique, je vais partager toute ma table avec mes voisins. C'est-à-dire chaque nœud va envoyer sa table de routage qu'il a calculée à tous ses voisins. Et mes voisins aussi vont partager leur table de routage avec moi. Donc avec toutes les tables de routage, on va regarder est-ce que la table que j'ai reçue contient une information plus récente ou là, elle est, en tout cas, c'est-à-dire qui me permet de me donner une information nouvelle que je ne connais pas. Et est-ce que l'information, si elle n'est pas nouvelle, elle est répertoriée dans ma table, est-ce qu'elle m'apporte quelque chose de nouveau? C'est-à-dire que est-ce que le chemin qui est dans la table de routage vers le voisin est plus optimal que le chemin que j'ai moi? Donc si je trouve que par exemple le chemin qui est répertorié chez mon voisin, il est plus optimal, donc je dois mettre à jour ma table en considérant que le nouveau chemin que je dois reporter doit passer par ce voisin-là. Ok. Si je trouve que mon chemin est meilleur, là je ne change pas. Et donc c'est mon voisin aussi qui fera la même chose. C'est-à-dire que tous les voisins en recevant l'étape vont se poser les mêmes questions. Est-ce qu'il y a une nouvelle information qui n'est pas dans ma table? Est-ce qu'il y a un réseau que je ne connais pas qui est mentionné dans la table du voisin? Dans ce cas-là, je mets à jour. Et si ce réseau-là est mentionné aussi bien dans ma table que la table du voisin, je me pose la question, est-ce que le chemin vers mon voisin est meilleur que mon chemin? Alors si c'est le cas, là aussi je modifie. Alors comment on modifie? Là je vous donne un exemple pour que vous compreniez le principe d'un vecteur à distance. Et là vous suivez avec moi, vous vous réveillez s'il vous plaît parce que c'est important. Donc là imaginez que j'ai une table Y, j'ai le nœud Y. À l'instant T avec la table Y. Il connaît trois réseaux. Il connaît le réseau A, il connaît le réseau B, il connaît le réseau C. Okay. Il sait, à cet instant, en tout cas par rapport à ses connaissances, il sait que pour aller vers A, il doit passer par le voisin Q. Pour aller vers B, il doit passer par le voisin Z. Pour aller vers C, il doit passer par le voisin X. Ça, c'est les chemins optimaux qu'il a calculés à un certain moment. Et il a la métrique, le coût. C'est-à-dire que le coût de ce chemin est égal à 2. Alors, on ne cherche pas à savoir c'est quoi combien. Ça pourrait être le nombre de sauts, ça pourrait être un délai, ça pourrait être le débit. L'essentiel, que c'est le coût. Et là, on regarde que, par exemple, pour ce chemin, c'est 23, ou là, c'est 20. Okay. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est le même coût. C'est-à-dire que c'est le même coût qui est dans la table. Okay. Donc, c'est la même métrique qui est considérée dans la même table. Au même moment, donc il va recevoir des tables de ses voisins. Il va recevoir de Z, parce que c'est les voisins qu'il connaît, la table Tao. Il va recevoir de Hadaya la table Dialou et de celui-là la table Dialou. Donc il doit faire une mise à jour de ces tables par rapport à ce qu'il va découvrir comme information. On va considérer la réception de la table de Z, c'est-à-dire celle-là. Comment il va modifier sa propre table en conséquence. Donc, il va lire la table le voisin Tao qui vient de reçu, c'est-à-dire celle qui vient de Z, et il va regarder ce qu'il a comme information. Est-ce qu'il a une nouvelle information? Non. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un nouveau réseau qu'il ne connaît pas? Non. C'est-à-dire que Z connaît tous les destinataires que connaît Y. C'est-à-dire le réseau A, le réseau B, le réseau C. Maintenant, il va voir est-ce que les chemins qui sont reportés dans Z sont plus ou moins optimaux que les chemins qu'il connaît lui. Bon, on voit les Z pour aller vers A, pour aller vers le réseau A, le coût est égal à 27. Par contre, chez Y, le coût est égal à 2. Donc le chemin Tao, il est plus optimal que celui de Z. Donc là, il n'a pas besoin de changer, donc il le laisse tel quel. Par contre, B, il va voir que Z, pour aller vers B, un coût qui est égal à 12. Ok.
Ok. Donc, il regarde le sien, le chemin Tao, c'est 23. Donc, le coût B, il est optimal par rapport au chemin de que AY. Donc là, il doit faire une mise à jour. Alors, comment il fait la mise à jour? Il prend le coût qui a été mentionné dans la table de Z, plus le coût de la liaison qui sépare de Z. C'est-à-dire, Z, c'est un voisin à Y. Il y a une liaison qui le sépare. Le coût de franchissement de cette liaison est égal à 1. Il est donné ici. Donc, le coût pour aller vers B, en passant par Z, ça sera le coût mentionné dans la table de Z, plus le coût de la liaison de Y vers Z, c'est-à-dire, dans notre cas, 1. Donc, le coût TI va devenir 12 plus 1, je vais obtenir 13. Donc, c'est comme ça que je vais modifier ma table de routage après réception donc, de la table de Z. Alors, pour le dernier réseau C, je fais le même, j'applique le même principe, c'est-à-dire je compare le coût de ce que j'ai reçu par rapport à mon propre coût dans ma propre table. Donc là, je trouve que 20 inférieur à 35, donc j'ai le chemin optimal. Donc je n'ai pas besoin de le modifier. Donc il y a une seule entrée qui a été modifiée ici, c'est le chemin qui va vers B. Donc là, je vais passer toujours par Z, mais j'ai un nouveau chemin qui est plus court. C'est-à-dire qu'il y a un coût égal à 13. Est-ce que c'est clair pour cette première phase avant de passer au... Oui, oui, c'est bon. Oui, monsieur. Ok, donc on continue. On suppose maintenant que je reçois cette deuxième table d'un autre voisin. Là, par contre, j'ai une nouvelle entrée. J'ai un réseau que je ne connais pas, qui est mentionné dans la table du voisin. C'est le réseau D. Donc, je regarde, je ne connais pas le réseau D. Donc, je dois le rajouter dans ma table. Donc, le chemin que je vais emprunter pour aller vers D va forcément passer par le nœud Q, parce que c'est lui qui m'a informé qu'il a un chemin qui mène vers le réseau D avec un coût qui est égal à 5. Donc, le chemin qui va vers D à partir de Y, il aura un coût qui est égal au coût mentionné par le voisin, plus le coût de la liaison qui est égal à 1, c'est-à-dire 5 plus 1, c'est 6. Et la sortie, ça sera la sortie vers le nœud Q. Okay. Donc, je n'ai que cette information qui a été rajoutée, puisque pour les autres réseaux, je ne vois pas de modification. C'est-à-dire quand je regarde le chemin vers A, donc on a un 1, on a un des 2, mais quand je fais la somme, c'est-à-dire je fais la somme, c'est 2, donc c'est le même, de toute façon c'est le même chemin, donc ça n'a pas changé. J'ai déjà eu cette information. Donc là, il n'y a pas de modification. Donc c'est 1 plus 1, c'est 2. Bon, ben, B, ça sera là, j'ai 23, et lui, il a... non, j'ai modifié, donc j'ai 13. Ça n'a pas changé, lui, il a 13, donc ça ne change pas. Ok. Donc lui, ça ne change pas, donc j'ai aussi le cours, le chemin optimal. Donc c'est... alors lui, il a 20. Moi j'ai 20, donc ça ne change pas non plus. Donc voilà, il n'y a que cette entrée qui est modifiée, celle qui est en rouge. Donc le reste ne change pas. Je ne change que s'il y a une optimisation dans le coût du chemin. Alors on suppose maintenant que ce nœud-là, donc X, m'envoie aussi sa table. Donc je fais toujours le même raisonnement. Donc j'ai pas de nouveau réseau. J'ai déjà connaissance des réseaux A, B, C, D par rapport à la dernière table qui m'est parvenue. Je regarde simplement les coûts des chemins. Donc, on a un des A. Donc, le coût, plutôt A ici, je regarde. Donc, le coût, c'est 2. Et le coût TAX, c'est 5. Donc, 5 plus 10, ça me donne 15. Donc, j'ai le meilleur coût. Donc, je ne change pas. Pour aller vers B, moi, j'ai 23 en passant par Z, lui, il a un coût qui est égal à 13. C'est-à-dire, si je regarde 3 plus 10, c'est 13. Donc là, je suis obligé de faire une mise à jour. Alors, j'aurai deux chemins, parce que là, j'ai un chemin par Z et j'ai un chemin par X. C'est-à-dire, je peux passer par X avec le coût 13, je peux passer par
oui, voilà, j'ai Z et j'ai X. Donc je peux passer par Z et là je peux passer par X avec le même coût. Donc j'ai une alternative à ce chemin-là. C'est-à-dire le chemin des canards c'est Z. Donc j'aurai une deuxième alternative avec le même coût qui va passer par X. Ok, donc je peux rajouter pour dire que soit je prends cette sortie ou bien je prends cette sortie pour aller vers le réseau B. Ensuite, C, je regarde, donc on a un coût. Alors le dernier coût que j'ai calculé, c'était 20. Hein. Donc il est là le coût. Il est égal à 20. Alors, par X, ça va être 13. 3 plus 10. D'accord? Donc là, j'aurai un coût optimal par rapport à celui que j'avais avant. Donc je vais faire une modification. Donc dorénavant, je ne vais pas passer par... Je vais passer par X, mais avec le nouveau chemin. C'est-à-dire que le nouveau chemin qui a été calculé par ce nœud-là. Ok. Donc là, je fais une mise à jour du coût. Parce que le coût peut changer. J'avais dit tout à l'heure que le coût, vous pouvez le calculer à un instant donné. Une mesure, il a une certaine valeur. Après, le coût va changer parce que le réseau n'offre pas les mêmes performances. Donc les performances changent au fur et à mesure. Donc là, je vais adapter le coût. Je vais remplacer la valeur 20 par 13. Alors pour le D, donc le coût ici c'est 13. Et celui que j'avais avant c'est 6. Donc j'ai le chemin optimal. Donc il n'y a pas besoin de changer. Donc là, vous voyez comment on fait une modification des tables. C'est-à-dire que les tables, par collaboration des routeurs, donc on arrive à avoir une connaissance plus élargie du réseau. Et aussi de mettre à jour les coûts, c'est-à-dire de trouver les chemins optimaux qui viennent vers des destinations et de les modifier au fur et à mesure que le réseau évolue. Est-ce qu'il y a une question par rapport à cet exemple? Non, monsieur. Alors, l'autre protocole qui est utilisé, en tout cas l'autre technique qui est utilisée dans les routages adaptatifs à moindre coût, c'est l'algorithme dit à état de lien. Donc on vient de voir les algorithmes à vecteurs de distance. Donc dans les vecteurs à distance, on envoie toutes les tables. Donc il faut qu'il y ait une modification, on recalcule la table, c'est-à-dire une fois que le routeur a recalculé toute la table, pour qu'il puisse l'envoyer vers son voisin. Et ça, c'est assez lent. C'est-à-dire même si c'est plus réactif que par rapport au routage centralisé ou là les routages par exemple fixes, mais ça reste un traitement, en tout cas une latence assez importante. C'est-à-dire que dans certains cas, je ne peux pas attendre qu'il recalcule toute la table avant de m'envoyer. Normalement, dès qu'il remarque qu'il y a un coût au niveau de liaison qui a été modifié, il m'envoie l'information pour être plus réactif encore. Donc ça, c'est l'un des inconvénients des routages à vecteur, à vecteur de distance. C'est-à-dire cet algorithme qu'on vient de donner. Donc dans les algorithmes dits à état des liens, je n'attends pas que la table de routage soit calculée. Dès que j'ai constaté qu'il y a une modification dans une liaison, parce que quoi, le chemin il est constitué de liaisons, c'est-à-dire que moi je vais avoir ce qu'on appelle une mesure de tous les coûts de toutes les liaisons que je connais, que celles qui sont directement connectées à moi, ou bien celles que je ne vois pas. Donc je vais garder un inventaire de toutes les liaisons. Je ne parle pas de chemin, de liaison. Quand je dis liaison, c'est-à-dire c'est un tronçon, un segment qui relie deux routeurs. Donc il y a les segments TIA-OLE que je connais, c'est-à-dire qui me permettent de me relier à des voisins. Il y a aussi des segments, tu as les autres routeurs. Donc j'ai envie d'avoir une connaissance complète de tous les segments qui forment mon réseau et d'avoir leur coût, c'est-à-dire quelles sont les statistiques, quelle est la métrique, quelle est la valeur de la métrique à un instant T. Ok. Donc ça c'est un raisonnement différent. Donc ce que vont échanger les routeurs, c'est toute leur connaissance des liaisons des réseaux avec leur coût. C'est pour ça qu'on appelle cette méthode algorithme dit à état des liens, parce que le lien représente donc la liaison et l'état c'est la valeur de la métrique qui va mesurer justement ce lien-là. Ou bien en anglais on appelle ça link state routing. Ok. Donc le principe c'est que chaque nœud découvre ses voisins et détermine le coût du lien qui les relie. Donc ça c'est la première étape, c'est-à-dire quand on allume les routeurs, c'est ce qu'ils vont faire. Donc ils vont identifier leurs voisins et ils vont évaluer la métrique, ça pourrait être le débit, ça pourrait être la fiabilité, les liaisons qui les relient. C'est-à-dire les premières liaisons qu'ils connaissent, c'est les liaisons qui les relient à leurs voisins. Et chaque routeur, il va faire ça. En bas,
Au fur et à mesure, je vais collaborer avec les autres routeurs lointains, pour récupérer des données à des liaisons qui sont lointaines, que je ne vois pas moi. C'est-à-dire que c'est les liaisons à mes voisins et à mes voisins à deux, enfin, les routeurs à 2 sauts, à 3 sauts, et ainsi de suite. Jusqu'à que j'ai une vue complète du réseau et de l'état de tous les liens que compose ce réseau-là, auquel j'appartiens bien sûr. Et donc, dès qu'il y a une modification dans un lien, je suis dans la table de routage, dans le lien, c'est-à-dire le coup ou là, le coup est devenu, il y a un problème au niveau du coup du lien, c'est-à-dire que le lien n'est plus opérationnel, ou là il est tombé en panne, ou là. Donc là, je fais une modification et j'envoie vers mes voisins, c'est-à-dire les premiers voisins que je connais, les routeurs que je connais. Alors, l'information qui va être envoyée, c'est sous forme d'un triplet. Alors là, on vous dit A, B, C, c'est-à-dire quel est le premier équipement dans le lien, quel est le deuxième équipement dans le lien. C'est-à-dire quand je prends une liaison, c'est une liaison point à point entre routeurs. C'est-à-dire que le routeur entre le routeur R1 et le routeur R2, voici le coût de cette liaison. Parce qu'une liaison, c'est une liaison point à point entre les routeurs. D'accord? Donc je dis que cette liaison sépare le routeur A du routeur B et qu'elle a un certain coût qui est évalué par la valeur C. Donc, chaque fois que je constate qu'il y a une modification sur une liaison, donc je l'envoie directement vers mes voisins. Donc, je n'attends pas de calculer la table de routage. Donc, je ne change pas des tables de routage. Je change les modifications qui seront constatées au niveau des liaisons que je connais. OK? Donc, ce que je vais avoir comme structure, c'est ce qu'on appelle une matrice de coûts. C'est quoi cette matrice de coûts? Elle va identifier tous les routeurs du réseau et tous les liens qui séparent les routeurs, si ces liens existent. Ok, c'est-à-dire que si j'ai 3 routeurs, j'aurai une matrice 3 x 3. Maintenant, la liaison, si l'on existe, ça ne veut pas dire que c'est une matrice complète. Mais s'il y a une liaison entre R1 et R2 et R1 et R3, je vais évaluer le coût. Ok, si en général c'est une liaison bidirectionnelle, donc j'aurai le même coût dans les deux sens. Et donc, ça me permet d'avoir une idée globale de toutes les liaisons qui forment mon réseau et des coûts qui leur sont associés. À partir de la matrice de coûts, je suis capable de déterminer le chemin optimal. C'est-à-dire que j'ai les coûts de toutes les liaisons. Je veux déterminer donc quel est le chemin, je calcule quel est le chemin optimal qui mène de n'importe quelle source à n'importe quelle destination. En utilisant aussi un algorithme qui a été défini pour le contexte des graphes, c'est l'algorithme de Dijkstra. Donc ça, on avait dit que c'était des algorithmes qui existent depuis très très longtemps. C'est des algorithmes mathématiques qui permettent de calculer, de trouver le chemin optimal dans un graphe. Ok, donc c'est le même principe. Il y avait tout à l'heure l'algorithme de Bellman et Ford qui était utilisé dans le cas de vecteur à distance, et il y a dans le cas d'état des liens, donc on va utiliser cet algorithme de Dijkstra. Alors, un exemple pour que vous compreniez. Alors, supposons, alors qu'est-ce que j'ai mis ça? Voilà, donc on a donc ces nœuds-là, A, C, B, E, D, et les étapes de routage à un instant T. Voilà leur connaissance. Ils connaissent simplement leurs voisins, c'est-à-dire A, qu'est-ce qu'il connaît? Il connaît la liaison qui le relie vers C, il connaît la liaison qui le relie vers P. Donc le coût de la liaison, c'est 4,10 pour ce qui est de A. Si je regarde par exemple B, qu'est-ce qu'il connaît? Il connaît A, C, D, E, avec leur coût. Donc pour aller vers A, donc c'est avec un coût 4. Pour aller vers C, c'est le coût 2. Pour aller vers D, c'est le coût 9. Et pour aller vers E, c'est le coût 21. Donc ça, c'est les premières tables, en tout cas c'est les premières matrices, parce que ça, c'est pas des tables de routage, c'est des matrices de coûts. C'est des matrices de coûts qui me permettent de calculer par la suite la table de routage. Donc elles permettent d'évaluer le coût de toutes les liaisons que je vais constater dans mon réseau. Là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. 5 liaisons possibles. Voilà, donc chaque nœud va entretenir cette matrice à un instant T, par rapport à ce qu'il connaît, par rapport aux liaisons qu'il connaisse. Imaginons, première phase, donc chaque nœud va envoyer sa connaissance à ses voisins. C'est-à-dire le A, il va envoyer vers C, il va envoyer vers B,
le D va envoyer vers le B, le E va envoyer vers le B, le B va envoyer vers le A, C, E, D, ces informations qu'il possède. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir comme modification? On va avoir ça, c'est-à-dire déjà au niveau de A, le A il va recevoir une information de C et une information de B. Alors, quelles sont les informations que va recevoir A? C va lui dire, il va lui parler de cette liaison-là que lui ne connaît pas. Ok. Et B va lui parler éventuellement des liaisons qui lui relient vers D et vers E. Ce qui lui permet de mettre à jour, c'est-à-dire qui lui permet de mettre à jour donc le chemin qui va vers plutôt des réseaux qu'il ne connaît pas. Ok. Parce que là, il y a vers C, le fait que C lui dise qu'il a une liaison vers B ne l'intéresse pas réellement. Pourquoi? Parce qu'il a un coût inférieur pour aller vers B. Ok. Donc, pour aller vers B, un coût égal à 4. Si le C lui dit, moi, pour aller vers B, je mets un coût à 2, il sait que pour aller, lui, vers B à travers C, il va passer par un chemin encore plus coûteux, c'est-à-dire 10 plus 2 qui est égal à 12. Donc, pour lui, le coût minimal, c'est 4. D'accord? Donc, il n'a pas besoin de cette information. En tout cas, il ne lui sert à rien. Alors, autre chose, mais il peut la mentionner, hein, c'est-à-dire il peut la mentionner. Je ne sais pas pourquoi là je ne l'ai pas mentionné. Donc, on peut mentionner, par exemple, pour C vers B, je mets 2. Ok. Bon, là, je ne l'ai pas mentionné parce qu'elle n'est pas importante, mais normalement, je l'avais. Parce qu'elle peut changer dans le temps. Alors, par contre, ce qu'il ne connaît pas, c'est les destinataires D et E qu'il ne connaît pas. Et là, il va calculer le coût pour aller vers ces réseaux. C'est-à-dire pour aller vers D, donc ça sera 4 plus 9, donc c'est un coût qui est égal à 13. Et pour aller vers E, ça va être 4 plus 21, donc 25. Ok. Donc ça, c'est une mise à jour des informations que j'ai en recevant les coûts des liaisons. Le B, qu'est-ce qu'il aura comme information? Il va modifier simplement pour aller vers C. Parce que lui, il connaissait simplement ce coût-là. Apparemment, il n'avait pas cette information. Il avait coût C, donc pour aller vers A, 4. Bon, il va rajouter le 12. Alors le 12, c'est pour aller de B vers C. Oui, voilà, il va rajouter ce deuxième chemin alternatif. Là, donc là, ça manque. Hein, donc il va le rajouter ici. Donc c'est un chemin alternatif. Ce n'est pas l'optimal, mais il est obligé de remplir la case ici. Donc il sait que en plus de ce chemin-là, c'est-à-dire celui qui est relié directement, donc il y a un coût 2, il peut passer par A avec un coût qui est égal à... Là, je ne sais pas où est le problème, parce que là, peut-être qu'il y a une erreur. Donc pour aller de A vers C, j'ai mis 12. Alors, est-ce qu'il y a une erreur ici? De A à C, c'est 10, 4. Je crois qu'il y a une erreur, hein. Donc là, il faut que je revoie l'étape. A, C, c'est 10. Ok, donc là, je vais revoir. Peut-être que je vais voir qu'il y a des erreurs ici qui ont été comportées. Ok, je corrigerai et on reverra ça la prochaine fois. Je pense qu'il y a des erreurs de calcul de coût. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à, avant de prendre l'exemple, hein, c'est-à-dire pas ce qui a été dit avant? Donc le principe. Hein. Donc le principe qui diffère, c'est que dans le vecteur à distance, donc on échange l'étape, et dans les algorithmes dits à état de lien, donc on va échanger simplement l'information sur les liaisons. Donc pas toute la table. C'est-à-dire chacun donc, va donner une liaison qu'il connaît, et donc c'est aux autres routeurs de recalculer leur table de routage en fonction des coûts des liaisons qu'ils ont reçues ou là qu'ils connaissent. Bon, on verra la prochaine fois cet exemple, hein, le temps de le corriger. Est-ce qu'il y a des questions? Non, monsieur. Ok, donc on se dit dimanche, Inch'Allah. S'il n'y a pas de questions en général. Ok.